Qu'est-ce qu'une réédition? Parce que quand on voit que tous les rappeurs francophones en font mais genre constamment, on peut quand même se poser la question, hein, quel est l'intérêt de sortir un EP après chaque album? Personnellement, je pense que c'est surtout une forme de commun accord entre les rappeurs et les auditeurs, parce que pour les auditeurs, ça permet d'avoir plus de sons pour un prix qui ne suit souvent pas. Bon là pour le coup je parle que pour ceux qui ont un public vraiment très large et qui du coup n'ont pas forcément de service de streaming, mais ça joue quand même, enfin, ça existe. Et qui sinon n'aurait certainement pas vu le jour et qui ne serait pas sorti, enfin le mec serait passé à autre chose quoi. Et pour les rappeurs, ça permet d'aller chercher un chiffre de vente encore plus haut que le précédent. Et là je passe une grosse dédicace à Maître Gims, hein, va falloir se calmer avec les rééditions de rééditions. Mais à la base, le truc a pas du tout été créé pour ça, c'était plutôt pour ajouter quelque chose à la directe continuité de l'album. Et là où c'est fort, c'est que non seulement Nekfeu a réussi à faire ça, mais il a aussi montré ce que, à mon sens, une réédition devrait être, vers où elle devrait aller, et tout ça en n'en faisant pas une. Même si c'en est pas vraiment une, dans le sens où on le connaît, de toute façon elle est sortie 2 semaines après l'album, donc bah voilà, c'était prévu de base, hein. Mais si toute la réédition pouvait prendre cette forme-là, ce serait quand même sympathique. Nekfeu a toujours été assez critiqué par le rap français en général, et tout le monde cherche la petite bête avec lui. Et au lieu de simplement démonter les arguments en étant grave fort sur tous les plans pour que plus personne puisse parler, ce qui n'aurait pas suffi en plus, parce que Nekfeu a tellement une image de merde qu'on lui aurait reproché d'être bon, enfin c'est bizarre ça aussi, enfin faites un effort, je sais pas. Il a en quelque sorte orienté les critiques pour les défoncer juste après. Par exemple, dans le projet on lui a reproché de pas prendre assez de risques, et bah il a sorti Chanson d'amour et Dans les nuages, qui sont très éloignés de ce qu'il fait d'habitude. Réponse quand même à un argument qui est déjà bien de mauvaise foi, on va pas se le cacher. On lui reproche de parler que d'histoires d'amour à l'eau de rose, ce terme est dégueulasse mais tant pis. Il y répond, faut que tu sortes de ma tête, ça fait 4 titres que je parle de ça dans l'album, sans compter l'interlude. Donc il prouve que lui aussi est dérangé par ce truc là, en plus en sous-estimant le truc. Parce qu'on va être honnête 2 minutes, hein, 25ème son, c'était pas le 5ème son où il parlait de sa meuf, hein, je pense qu'on était plus à 25. Et ça lui permet aussi de répondre à tout ce qu'on lui reproche depuis la nuit des temps. Par exemple, on leur reproche souvent d'avoir créé des freestylers de soirée, des mecs claqués qui se croient chauds parce qu'ils ont fait un feu de bois challenge sans tricher. Du coup, on lui dit que son passage aurait été plus négatif que positif. Ça, il y répond. J'entends mon pro me dire Théma est juste ustensile, lui, t'inquiète même pas, le flow c'est juste un ustensile, ils pourront jamais couper la réflexion à la substance vive. Donc, ils sont morts dans le film. Et ça permet du coup de faire la différence entre ce qu'ils considèrent comme des erreurs ou des manquements sur le premier album, ils sont, si on suit cette théorie, complètement orchestrés, et ce qu'ils considèrent comme étant une prise de position artistique qu'il va totalement assumer pour le coup. Le meilleur exemple de ça, c'est justement les phases sur son ex, qui sont vraiment hyper présentes. En gros, à chaque fois qu'il y a un son à l'ambiance un peu mélancolique, qui parle un tout petit peu d'amour, ou qui a le tag avec les multiples toits, qui arrive quand même de temps en temps dans l'album, hein, ça arrive. Non, ça arrive. Et cette ambiance et ce propos-là, c'est un truc qui plaira clairement pas à tout le monde. On peut noter par exemple le règlement, le mec pas drôle de Move et moi. Mais c'est un choix qu'il a fait et il l'assume, et en particulier pour ceux que ça a pu toucher, comme par exemple les groupies de merde de Nekfeu, ou encore le règlement, le mec pas drôle de Move et moi, après ça te fait larguer comme des merdes. Faut qu'il dise, on est là. Du coup, les seules critiques qui subsistent sur le projet sont soit du genre c'est pas le genre de son qui me parle, ce qui serait en plus de mauvaise foi quand on voit la diversité musicale du projet, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Soit des critiques ultra creuses du genre il a pas de banger, il est claqué, il y a l'argument derrière. Mais le fait d'intégrer des sons à l'album n'a pas que cet intérêt. Quand on l'écoute pour la première fois, l'album est bon, hein, il est même très bon, mais on va pas se le cacher, si on veut vraiment beaucoup l'apprécier, il va falloir qu'on y revienne pour comprendre les petites sublis, les phases, etc. Genre là je l'ai bien écouté 5 à 10 fois, je sais pas compter exactement mais je pense que ça doit être dans ces eaux là, et j'ai pas encore tout capté, j'en suis certain, parce que bah, c'est un projet où quand il revient, à chaque son tu vas comprendre un truc. Et vu qu'on est dans une situation quand même assez complexe dans laquelle l'album de l'année change toutes les semaines, il a forcé tout le monde à le réécouter entièrement, avec une version encore plus longue, en ajoutant encore plus de sons. Au-delà de simplement ça, du fait qu'il est de nouveau de l'actualité et que donc on retourne écouter le projet parce qu'on a envie, ça permet plusieurs choses. Déjà, le projet est beaucoup plus riche, on ajoute des informations qu'on n'avait pas avant. Par exemple, au tout début de l'album, il a rajouté le son Natsukashi, qui raconte toute sa vie avec un angle assez nostalgique, où il parle justement de ses darons, de ses 11 ans, des moments qu'il a vécu, etc. Juste avant le son Takotsubo, qui était déjà là sur la première version, dans laquelle on comprend que raconter sa vie dans ses sons est comme une thérapie pour lui. Et surtout, c'est un son dans lequel il parle que de rap. En fait, il raconte toute sa vie par le biais du rap. Du coup, quand on regarde ces deux sons-là sur la tracklist, on se dit que Takotsubo est une extension de Natsukashi, une forme de version beaucoup plus détaillée de ce qu'il a vécu et qu'il vit actuellement, mais seulement grâce au rap, alors qu'avant il parlait de tout ce qu'il avait vécu. Dans tout projet, il y a ce genre de petites choses là, qui permettent par exemple d'appréhender différemment les sons les plus mélancoliques et qui sont vraiment liés à l'amour d'un album, qui eux pour le coup ne sont pas entrecoupés par des sons supplémentaires, qui s'enchaînaient très bien et que voilà, ça se passe très bien. Et en plus, le fait d'alterner des sons qu'on connaît et des sons qu'on connaît pas, ça permet d'habituer les gens à se dire oh peut-être que là bientôt le prochain son ça va être une surprise, on sait pas. Et du coup ça fait arriver de manière évolutive la fin, où il y a clairement beaucoup plus de sons qu'on connaît pas que de sons qu'on connaît. Et aussi, parce que vous avez déjà compris que je m'arrête jamais et que je vais beaucoup trop loin, le fait de mettre plus de sons à la fin qu'au début, ça a aussi un intérêt en fait, le fait de pouvoir faire terminer sur des sons qui sont majoritairement très différents, surtout les 3 derniers en fait. Et ça c'est très important, surtout pour les 3 derniers. Pour les résumer rapidement, dans Chanson d'amour, bah, tout est dans le titre, hein, c'est une chanson d'amour, au moment où il était encore très heureux avec son ex. À la fin de premier rôle, on l'avait déjà entendu, hein, c'est pas un inédit, on le voit chuter très très haut parce qu'il se fait larguer comme une merde, hein, clairement. Et à la base, il raconte que c'est de la fiction et il explique aussi pourquoi il a dû quitter Paris, parce que bah, il était interrompu tout le temps et qu'il n'arrivait plus à créer. En gros, il explique rapidement le début de ce qu'il a expliqué dans le DVD. D'ailleurs, ça tombe très bien, ça me fait une transition incroyable pour parler de
commençons par parler de la communication, qui est carrément intégrée dans le projet à certains endroits et qui peut être elle aussi très inspirante pour les autres rappeurs. Et pour vous montrer à quel point c'est important dans les étoiles vagabondes, il va falloir qu'on parle du film et de Prestige. Je m'explique, vous inquiétez pas. Si la phrase nouvel album au cinéma était importante, c'est en fait parce que le documentaire slash film slash je sais pas comment le nommer est totalement lié à l'album, et pas que par les extraits des sons qu'il a passés. Vous savez déjà que ça retrace tout le travail et les inspirations de Nekfeu pour construire l'album, en voyageant un peu partout dans le monde pour vivre des choses. Ça c'est admis, mais c'est aussi important ici parce que grâce au documentaire, on sait comment l'album est construit et comment les influences sont censées s'enchaîner. Le docu était divisé en chapitres et je me suis rendu compte plus tard qu'il y avait un chapitre appelé Voyage léger et un autre Ciel noir, il me semble. Du coup, on peut se dire que l'album est un mélange de conceptions musicales de différents pays, que ce soit le fait de simplement danser, d'avoir de la technique, etc. comme on a pu voir à la Nouvelle-Orléans. Et ça, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir. Le fait d'avoir ce genre d'informations, ça permet de découvrir le projet d'une manière qui est complètement différente et de l'aborder sous un autre œil et pouvoir leur apporter quelque chose de complètement nouveau. Et donc l'expliquer aux autres, briller en société, en bref, avoir ce prestige. Et simplement le fait de voir le nombre de gens qui regrettent de pas y être allés, ça prouve que c'est hyper important pour la compréhension de l'album. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là, parce que dans les sons en eux-mêmes, on peut aussi capter quelques références au documentaire. Et il nous permet de comprendre des punchs un peu différemment, etc. Voilà, c'est intéressant. Par exemple, quand Emir dit dans son feat, il y avait écrit blanc sur noir, ceux qui n'ont pas vu le documentaire apprécieront l'aspect extrêmement poétique de cette phase, qui est extrêmement abstraite. Mais ceux qui l'ont vu pourront penser à une des premières images du film, alors pas à la première écoute, mais au bout d'un moment on peut y penser, dans laquelle ils ont voulu symboliser que Nekfeu avait trop dîné noir en restant à Paris, et donc il fallait qu'il s'en aille. Et pour illustrer ça, ils ont pris le carnet sur lequel il écrit et ils l'ont recouvert d'encre. Et l'encre, comme c'est la couleur des idées, les idées noires, tout ça. Ce qui rend la plunge visuelle et qui nous rappelle le film et qui nous dit waouh, c'est un génie tout simplement. D'autant plus incroyable que s'il ressort pas en DVD, on se doute quand même un peu, le dernier son d'expansion était quand même une bonne ouverture au début du documentaire, parce que à mon avis c'est important qu'il ressorte pour que tout le monde puisse enfin comprendre, parce qu'il y en a qui sont paumés et qui du coup ne comprennent pas le projet, enfin, c'est dommage. Il n'existera que dans notre mémoire, ce qui fera de nous une élite, génie de la nation, incroyable. Je pense que ce genre de communication est déjà extrêmement efficace et que ça peut vraiment faire prendre un projet plus que d'autres, et ça c'est important. Mais elle l'est d'autant plus que les références ne s'arrêtent pas au documentaire. Pour me faire comprendre, je vais tout simplement citer une phase d'Alpha One dans Contre les Hommes. Bellec, tu peux disparaître, comme son couplet du MLA. Est-ce que vous l'avez? Parce que si vous l'avez pas, attention, vous n'êtes pas des vrais fans de Nekfeu. C'est hyper intelligent parce que ça permet de créer différents niveaux parmi les fans de Nekfeu. Entre ceux qui étaient au cinéma, ceux qui le suivent depuis longtemps mais qui n'ont pas pu aller voir ou qui n'avaient pas les moyens ou je sais pas, et les faux, ceux qui le suivent depuis très récemment. Et ça est plus totalement l'idée de niveau dans notre auditeur. Dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Et pour approfondir sur la communication faite autour de ce projet, on va le faire sous forme de storytelling, comme si on racontait l'histoire de la naissance d'une légende. Tout commence le 15 mai 2018, quand Nekfeu poste un message avec une fin énigmatique. On parle pas trop, nous? Oh, les gens qui disent ça, je vais vous frapper. Cette fin était particulièrement évocatrice parce que c'était quelque chose qu'il avait déjà dit quelques jours à peine avant l'annonce de la sortie de Cyborg. On commence à en parler, l'album de Nekfeu en 2018, voilà, c'est envisageable. On commence à fantasmer sur nos rêves les plus fous. Le temps passe, et rien. 2018 passe, rien. Début 2019 passe. Rien non plus. Peut-être qu'il va quitter l'industrie, ce serait triste, mais c'est possible, Mais tout ça commence à renaître au mois d'avril à peu près, quand on commence à le revoir apparaître sur les programmations de beaucoup de festivals. Généralement, les concerts, ils se font après la sortie d'un album, donc peut-être qu'avec un peu de chance, ce serait cool quand même, c'est très positif. Donc avec un peu de chance, il sort son album avant le 8 juin 2019, qui est sa première date, donc ce serait quand même très positif ça. Et là en plus, en tant que groupie de merde, il y a des connexions qui commencent à se créer dans notre tête. Attends, 7 juin, album de Gizmo plus court-métrage et BG2, donc peut-être que, ça serait intéressant quand même, c'est cool. De plus en plus de théories naissent, on commence à en parler, jusqu'au 10 mai 2019, quand il apparaît sur une des listes de programmation sur le site de Gaumont, pour le 6 juin, avec un film appelé Les Étoiles Vagabondes, c'était la première fois qu'on entendait ce nom, avec une description extrêmement énigmatique et qui permet aussi de faire énormément de théories. 15 juin 2019, il nous balance un teaser, en officialisant la plupart des rumeurs. On se dit que, finalement, peut-être que c'est possible de deviner ce qu'il va faire. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas essayer de deviner ce qu'il va y avoir dans le documentaire, essayer de comprendre pourquoi il a changé de nom de chaîne YouTube, par exemple, ce genre de choses-là. Ce qu'il y a derrière ces changements de YouTube, à travers tout ce qui est posté par quoi que ce soit, de qui que ce soit, qui soit un tout petit peu proche de lui, il commence à y avoir un petit peu de vidéos théoriques qui pullulent sur YouTube. Ça va? Le 6 avril à 20h, on se rend compte que la plupart des théories sont confirmées, il y en a qui sont fausses évidemment, mais on se dit qu'il y a pas mal de choses qui sont vérifiées, qu'on peut aussi toujours deviner ce que fait Nekfeu. Et à partir de là, le vrai génie commence. Jeudi 6 juin, vers 21h30, le projet sort en streaming. Vendredi 14 juin, la version physique est disponible. Une version physique qui va énormément faire parler parce qu'elle est très particulière, elle est assez atypique, et personnellement c'était la première fois que je voyais une version physique aussi originale que celle-là. Et là on en arrive à la réédition parce qu'il faut quand même pas déconner. Jeudi, Nekfeu, et surtout Diaby quand même, partagent des images de pub pour les étoiles vagabondes en énorme dans la gare du Nord, avec les légendes. Pour le moment, tout se passe comme prévu.
pour le moment, et il a pas l'air de vouloir nous laisser dormir tranquille parce qu'il tweet 2 smileys, dont un sablier. Pourquoi un sablier? Mais attends, mais j'ai besoin de savoir, moi, attends, il faut que j'en parle, il faut que je fasse monter Nekfeu en TT, comme ça on va en parler et tout, et ouais, là, non, il est intelligent, hein. Vendredi matin, toujours sur Twitter, on peut voir popper une image devant un citadium avec l'illustration Les étoiles vagabondes expansion. Après, vers 16h, Nekfeu lance un compte à rebours sur sa chaîne YouTube, qui semble prendre fin à 18h. Extrêmement proche, c'était très proche. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Enfin, ça va être un clip, le film, une réédition, je veux savoir en fait, j'ai besoin de savoir. Et là, il nous sort le clip de Dans les nuages, le premier depuis Princesse, hein, ça quand même commencé à dater, accompagné de la description nouvel album Expansion, qui s'avère être entre double album et réédition. Et le plus choquant du coup, ça va être les ventes de l'album sur le premier mois. Première semaine digitale, deuxième semaine physique, troisième semaine réédition, quatrième semaine réédition en physique. Pour vous donner une petite idée quand même de ce qui est en train de se passer, en troisième semaine, il est à 145 680 ventes, et pendant les 3 semaines, il était à 50 000 à peu près. Et aussi d'un point de vue marketing, faut regarder ce qu'il a réussi à faire, parce que c'est absolument incroyable. Il a créé des moments de vrai vide où il y a rien, juste pour qu'on puisse se dire après, mais on a attendu pendant super longtemps. Des moments dans lesquels il laissait agir la hype sans vraiment trop la relancer, ce qu'il a fait juste avant la sortie en fait, hein, après avoir balancé le teaser, il a absolument rien dit. Hein. Et des moments de tension énormes, genre les heures qui ont suivi la sortie du premier projet, ou les 2 heures où il y avait eu le live qui s'était fait strike et où on était tous en mode mais putain mais il va faire quoi en fait. Et je vais reprendre le thème de ma vidéo sur les étoiles vagabondes, mais je pense que c'est ce genre de communication là qui permettent de mystifier un projet et de le rendre absolument classique. Et on va terminer avec une question très simple, qui amorce peut-être une réflexion plus profonde et qui bouclera très bien cette espèce de trilogie Nekfeu. Quelle sera la suite? Et là aussi, d'un point de vue purement marketing, Nekfeu a été tout simplement brillant en laissant des ouvertures pour la suite de ce qu'il pourrait potentiellement faire, en nous laissant y réfléchir et nous contredire entre nous, parce que peut-être que la théorie est fondée, peut-être qu'elle est claquée au sol, pour au final en valider une seule. Par exemple, quand il avait annoncé le documentaire, on avait un certain nombre d'informations. C'était un nouvel album au cinéma, il y avait pas de live dans le coup, on avait des images très cinématographiques et diversifiées, on avait besoin d'une application de QR code pour profiter pleinement de la séance, voilà, tout ce qu'on avait. Et de là sont nées plusieurs théories. Film interactif, documentaire, show en live de Nekfeu extrêmement bien teasé, show dans un du cinéma retranscrit dans tous les autres, QR code pour choper l'album en exclu. Au final, on a eu un documentaire très enrichissant, avec des plans et une réalisation qui sont absolument incroyables, qui contenait des extraits de l'album pour nous teaser, qui étaient diffusés dans tous les cinémas en même temps, et qui affichait un QR code à la fin pour choper l'album et un freestyle exclusif. Toutes ces théories-là étaient à la fois logiques, réalisables, mais toutes en critiquables, et y compris celle qui s'est vraiment réalisée. Et c'est la raison pour laquelle tout reste cohérent, mais quand même on peut continuer à réfléchir. Et même là, il l'a refait en fait. Il y a toujours aucune trace de la phrase l'ivresse antiraciste emmerde la licra, il y a des transitions entre des sons d'expansion qui ne sont pas parfaites non plus. Dans le son écrire, il parle de voir défiler sa vie dans le noir jusqu'à la prochaine séance, alors il y aura peut-être une rediffusion des étoiles vagabondes. Il big up Sneezy dans le son Interlude 50, alors qu'on a vraiment l'impression que les deux sont un peu en froid, une heure à laquelle il n'a pas répondu à différentes scènes sur son ex, peut-être qu'il veut laisser planer le doute. Tout ça pose des questions qui sont vraiment très intéressantes, mais pour le coup je pense pas qu'on ait de réponse avant qu'ils nous sortent vraiment la version définitive du projet, qui sera bien taffé, bien peaufiné, ou alors qu'ils nous sortent rien. Alors c'est tout autant possible qu'ils nous sortent un truc que qu'ils nous sortent rien. C'est surtout ça en fait la question maintenant. J'aimerais conclure tout ça par une phrase de Nekfeu qu'il a sortie en 2016 sur le son Kurt Cobain. Puisqu'il suffit d'être les premiers pour les détrôner, on va contrôler les clones et les troller, les troller, les troller, les troller. Est-ce que vous pensez que nous tous sur internet, autant moi que vous, que qui tu veux, on va trop loin, qu'on devrait juste écouter le projet, essayer de capter les enjeux directement énoncés, sans aller chercher les figures de style, le choix des sons, etc. et puis les théories pour la suite. Se concentrer sur la musique et pas se demander pourquoi le son Le Bruit qui court, dans lequel il dit on est ensemble l'ami, c'est quand à ton avis met le numéro de cette piste à l'horizontale, et le 11ème du nouveau projet. Pourquoi il met du japonais juste avant le feat avec Niska? Enfin bref, il y a plein de questions comme ça qui pourraient se poser. C'est la raison pour laquelle je compte arrêter de parler de Nekfeu. Appropriez-vous de l'album, retenez ce que vous voulez, comprenez ce que vous voulez comprendre, et pour ce qui est du reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur quelque chose qui n'a rien à voir, enfin quand même un petit peu, mais bref, à la semaine prochaine. C'est vrai que stress, c'est l'autre tristesse, il faut un wellness que je décompresse, je suis dans trop de fesses, faut que je me confesse, je suis dans le business, besoin de vitesse, je suis dans l'ivresse, pardon God bless me.